Ma famille m'a humiliée et exclue du mariage de conte de fées à 250 000 € que j'offrais à ma sœur. Ils ont dit à tout le monde que j'étais mentalement instable. Alors, j'ai préparé une présentation PowerPoint et j'ai révélé toutes leurs trahisons et leurs dettes devant les parents du marié. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le silence feutré de ma galerie d'art, rue de Seine, était ma forteresse. Un univers de lignes pures, de couleurs audacieuses et de transactions menées d'une voix posée. Cet après-midi-là, l'odeur de la cire et du vieux parquet se mêlait à la satisfaction d'une vente bien conclue. Une toile monumentale de Fabrice Ruyet, un jeune prodige que je couvais depuis ses débuts, venait de trouver sa place chez un collectionneur de Zurich. J'étais dans mon élément, un monde que j'avais bâti de mes propres mains, où la compétence était la seule monnaie d'échange. C'est dans ce havre de paix que mon téléphone a vibré, brisant la quiétude. L'écran affichait « Manon. Ma sœur ». J'ai décroché, un sourire indulgent aux lèvres, m'attendant à une nouvelle micro-crise existentielle. Ce que j'ai entendu, c'était un cri perçant, un mélange d'hystérie et de joie pure. Il a demandé. Chloé, il a demandé. Je me suis éloignée des grandes baies vitrées. Il. Manon, respire. Qui a demandé quoi? Antoine. Antoine de Valois. Il m'a demandé en mariage. On va se marier. Antoine de Valois. Le nom avait une résonance particulière. Celle de la « vieille France », d'une famille respectable de Neuilly dont le nom était plus riche que le compte en banque, mais dont la réputation était impeccable. Un bon parti. Le meilleur que Manon, ma cadette de 14 ans, ait jamais pu espérer. Je me suis surprise à ressentir une pointe de fierté, rapidement suivie par une vague d'appréhension familière. 2 jours plus tard, ils ont débarqué dans mon appartement du boulevard Saint-Germain. Pas seulement Manon, rayonnante, une bague de fiançailles un peu trop ostentatoire au doigt, mais aussi mes parents, Brigitte et Jean-Pierre. L'air était électrique, chargé d'une attente que je ne connaissais que trop bien. Après les embrassades et les félicitations, ma mère a sorti le grand jeu. D'un sac en cuir, elle n'a pas tiré une bouteille de champagne, mais un grand carnet à spirale qu'elle a ouvert sur ma table basse en marbre. Un « moodboard », comme elle l'appelait. Des images découpées dans des magazines de luxe, des robes de créateurs, des compositions florales extravagantes, et la photo d'un château majestueux dans la Loire. Le mariage de l'année, a-t-elle déclaré, ses yeux brillants d'une lueur prédatrice. Manon a pris le relais, sa voix pleine de rêve. On veut quelque chose de mémorable, Chloé. Une journée de princesse. Antoine et sa famille sont habitués à un certain standing. Mon père, lui, se contentait d'hocher la tête, l'air déjà dépassé. Puis, le couperet est tombé. Ma mère a tourné une page pour révéler une feuille de calcul imprimée. Une liste de dépenses prévisionnelles. J'ai parcouru les lignes, location du château, traiteur étoilé, créateur floral, orchestre de jazz. Le total, en bas de la page, était écrit en gras. 250 000 €. Un froid m'a parcouru l'échine. J'ai levé les yeux vers ma mère. C'est une somme considérable, maman. Elle a eu un petit rire, comme si je venais de faire une remarque charmante mais naïve. C'est un investissement, ma chérie. Pense à la position de Manon. C'est une chance unique pour notre famille, une reconnaissance pour nous tous. Son regard, ainsi que celui de Manon, était fixé sur moi. Mon père, lui, semblait soudain très intéressé par un de mes tableaux au mur. Les parents d'Antoine participeront, bien sûr, a ajouté Manon d'un ton vague. Mais ils ont des moyens plus traditionnels. Puis ma mère a prononcé la phrase code, celle qui avait ponctué toute ma vie d'adulte. Ne t'inquiète pas. Nous trouverons bien une solution. Nous trouverons une solution, a toujours signifié, Chloé trouvera la solution. J'étais leur solution. J'étais le pilier, la sauveuse, le portefeuille. Une partie de moi hurlait de dire non, de pointer l'absurdité de la situation. Mais une autre partie, plus vieille, plus lasse, conditionnée par 20 ans d'habitude, a simplement soupiré.
J'ai vu le visage suppliant de ma petite sœur, et j'ai cédé. Encore une fois. On va s'arranger, ai-je dit, ma propre voix me semblant lointaine. Le premier signe que ce conte de fées serait mon cauchemar personnel est apparu une semaine plus tard. En faisant défiler distraitement mon fil Instagram, je suis tombée sur une photo publiée par Léa, la meilleure amie de Manon. On y voyait Manon, Léa et ma mère, Hilar, posant devant une pyramide de macarons dans une pâtisserie de luxe. La légende disait « Dégustation du gâteau de mariage ». Journée parfaite avec la future mariée et sa maman d'amour. Personne ne m'avait invité. Personne ne m'avait même prévenu. J'ai regardé les commentaires qui défilaient. Une de mes tantes, Sylvie, avait écrit « Magnifique. Dommage que Chloé ne puisse pas être là, j'espère qu'elle va vite se remettre. » Se remettre de quoi? Une sueur froide a perlé dans mon dos. La campagne avait déjà commencé. Et je n'étais même pas au courant de la guerre qu'on me livrait. Le poids de cette simple phrase, j'espère qu'elle va vite se remettre, m'a suivi pendant des jours. Elle s'est immiscée dans mes pensées pendant que je négociais avec des artistes, que j'examinais des comptes, que je vivais ma vie si soigneusement construite. C'était une fissure dans l'armure de compétences que je portais depuis l'adolescence. Une armure forgée non pas par choix, mais par nécessité. Un soir, en rentrant tard de la galerie, coincé dans les embouteillages du boulevard Saint-Germain, les souvenirs sont remontés, implacables. Des flashs de la fille que j'avais été, de la femme qu'il m'avait forcée à devenir. Moi, à 18 ans. J'avais économisé pendant 1 an pour un voyage en Italie avec mes amis avant d'entrer à l'université. La veille du départ, mon père était entré dans ma chambre, le visage gris. Il avait emprunté de l'argent à un ami pour un investissement qui avait mal tourné. Il était menacé. Il fallait rembourser. Tout de suite. J'ai passé la nuit à vider mon compte en banque, à rassembler chaque centime. Le lendemain, pendant que mes amis s'envolaient pour Rome, j'étais avec mon père dans un café sordide, à glisser une enveloppe épaisse dans la main d'un homme au regard dur. Ma mère n'a jamais su. J'avais protégé son image de son mari, et j'avais appris ma première leçon, mes rêves passaient après leurs erreurs. Moi, à 25 ans. Manon, après avoir arrêté sa 2e année de fac de droit, avait décidé qu'elle voulait faire une école de commerce privé, une de ces écoles hors de prix qui promettent un réseau plus qu'un diplôme. Mes parents n'en avaient pas les moyens. Mais Manon pleurait, disait que sa vie était finie. J'avais tout juste signé mon premier gros contrat avec la galerie, je commençais à peine à respirer financièrement. J'ai pris un crédit. J'ai payé les frais d'inscription. Manon a abandonné au bout de 6 mois, expliquant qu'elle avait besoin de se trouver. Le crédit, lui, a continué de courir pendant 5 ans. Moi, à 35 ans. L'entreprise de mon père, une petite société de conseil qu'il gérait sans grand talent, était au bord de la faillite. Pour la sauver, il fallait un apport conséquent. J'avais un appartement, mon premier bien, ma fierté. Je l'ai hypothéqué. Pendant que je signais les papiers à la banque, le cœur serré, ma mère et Manon étaient en cure de repos, à Deauville pour gérer le stress de la situation. Une cure que j'avais, bien entendu, financée. La voiture derrière moi a klaxonné, me tirant de ma rêverie amère. J'ai avancé de quelques mètres. Le point commun à tous ces souvenirs, c'était moi. Moi, la solution. Moi, le filet de sécurité. Ma réussite n'avait jamais été une source de fierté pour eux. C'était une ressource. Une commodité. Le lendemain, à la galerie, mon assistant, Sébastien, m'a intercepté près de mon bureau. Sébastien était plus qu'un assistant. C'était mon bras droit, mon confident. Je l'avais engagé 5 ans plus tôt, alors qu'il sortait d'une école d'art sans un sou, mais avec un œil et une passion incroyables. Il était d'une loyauté farouche, précisément parce que j'avais cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Chloé, a-t-il commencé, l'air soucieux. Il tenait une pile de factures. Ce sont les derniers devis pour le mariage. Le fleuriste a encore augmenté ses prix. Et ce? Créateur d'ambiances lumineuses, je ne trouve aucune trace sérieuse de cette société. J'ai pris les papiers, le cœur lourd. Ma mère s'en occupe, Seb. Ce sont ses contacts. Il n'a pas insisté, mais son regard en disait long.
Il a hésité, puis a ajouté d'une voix plus basse, « Votre mère a appelé ce matin. » Pour confirmer l'adresse de livraison des faire-part. Je lui ai demandé si vous les aviez validés. Et, ai-je demandé, redoutant la réponse. Sébastien a baissé les yeux sur les factures. Elle a ri. Elle a dit, « Oh, Chloé est bien trop occupée pour ces détails. Tant qu'elle signe les chèques, c'est tout ce qui compte. » Puis elle a ajouté quelque chose, sur le fait que vous n'étiez pas très sociable en ce moment. Il a relevé la tête, son regard plein d'une indignation protectrice. Ils ne disent jamais « Merci Chloé ». Ils disent « C'est normal ». Ça me rend malade. Ces mots ont fait écho à ma propre prise de conscience. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la famille. C'était une transaction. Et j'étais la seule à payer, encore et encore, avec mon argent, mon temps, et maintenant, ma réputation. J'ai remercié Sébastien d'un signe de tête, incapable de parler. L'armure se fissurait de toutes parts, et je commençais à sentir le froid glacial de la vérité. La machine infernale du mariage s'est emballée, et avec elle, m'a mise à l'écart. Chaque jour apportait sa nouvelle humiliation, livrée avec un naturel déconcertant. J'ai été retirée du groupe WhatsApp, le mariage de rêve de Manon. C'est Léa, la meilleure amie et témoin de ma sœur, qui a appuyé sur le bouton. L'explication m'est parvenue plus tard, via un message vocal de Manon, son ton faussement enjoué cachant mal une pointe d'agacement. Coucou grande sœur. On t'a enlevé du groupe pour ne pas te spammer. Il y a tellement de discussions sur les couleurs des rubans et les dragées. On s'est dit qu'on allait te préserver de ça. Tu es si occupé avec tes vernissages et tout le reste. On te tiendra au courant de l'essentiel. Gros bisous. L'essentiel. C'est-à-dire, le prochain virement à effectuer. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé le message vocal. Un réflexe nouveau, froid et méthodique. La blessure la plus profonde, celle qui a fait basculer quelque chose en moi pour de bon, a été infligée quelques semaines plus tard. Le paiement pour la robe de mariée était dû, une somme à 5 chiffres pour une création d'une styliste en vogue. Lassé des virements impersonnels, j'ai décidé de me rendre moi-même au showroom, dans le Triangle d'Or. Peut-être, me disais-je stupidement, que cet acte concret me ferait me sentir plus impliqué, plus réel dans ce projet fantôme. Le showroom était un écrin de soie blanche et de miroirs. Une assistante m'a accueilli poliment et m'a conduite vers un petit bureau pour régler la facture. Tandis que la transaction s'effectuait, j'ai entendu des voix provenant de la cabine d'essayage principale, juste à côté. La voix de Manon, claire et péremptoire. Et celle de ma mère, Brigitte, tout en murmures apaisants. Elles étaient là, pour le dernier essayage. Personne, encore une fois, ne m'avait jugé utile de m'en informer. Je suis restée immobile, tendant l'oreille, presque malgré moi. C'est parfait, ma chérie. Tu es une vision, disait ma mère. Je sais, répondit Manon. Mais je n'en peux plus de Chloé. Elle m'a encore envoyé 3 emails cette semaine pour demander des copies de factures. Elle veut tout contrôler, c'est insupportable. On dirait que c'est son projet, son acquisition d'entreprise, pas mon mariage. Elle est tellement intense, elle absorbe toute la lumière. Il y eut un silence, puis la voix de ma mère, mielleuse et conspiratrice, a porté jusqu'à moi, chaque mot un petit éclat de verre dans mes veines. Chut, ma chérie. Il faut l'aménager. Sois patiente. C'est sa façon à elle de participer, de se sentir utile. Tu sais bien que son succès l'a rendue fragile. Elle est brillante dans son travail, mais elle ne sait plus comment interagir simplement, avec légèreté. Elle est angoissée. Considère son argent comme un pansement sur ses propres angoisses. Honnêtement, je préférerais qu'elle envoie juste les chèques et qu'elle nous laisse tranquilles. Elle rend l'atmosphère si lourde. Fragile. Angoissée. Lourde. Le monde s'est arrêté de tourner. L'assistante me tendait le reçu, un sourire commercial figé sur les lèvres, mais je ne la voyais plus. J'étais pétrifiée. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était pire. C'était un vide absolu. Un trou noir qui aspirait 20 ans de sacrifice, de dévouement, de cet amour que je croyais inconditionnel. Il ne se contentait pas de me prendre mon argent. Il me pathologisait.
Ma générosité n'était pas une qualité, c'était un symptôme. Ma compétence n'était pas une force, c'était la cause de mon instabilité. Ils avaient réécrit toute mon histoire pour qu'elle corresponde à leur récit, celui où j'étais non pas le pilier, mais le fardeau. Non pas la bienfaitrice, mais la malade mentale qu'il fallait gérer avec précaution. J'ai pris le reçu, ma main ne tremblait pas. J'ai remercié l'assistante d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix calme, presque métallique. Je suis sortie du showroom et j'ai marché sur l'avenue Montaigne sans voir les vitrines de luxe, sans sentir le soleil de printemps sur mon visage. Le masque de la grande sœur aimante, de la fille dévouée, venait de se briser en 1000 morceaux. Et ce qui se trouvait en dessous n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, de plus dur. Une résolution. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise dans le salon de mon appartement silencieux, l'obscurité pour seule compagnie, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Projet Valois ». La partie n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. Le lendemain matin, je suis arrivée à la galerie avec une énergie nouvelle. Une lueur froide et déterminée dans les yeux qui n'a pas échappé à Sébastien. Il m'a observé en silence pendant que je faisais le tour des salles, saluant les employés, mon calme habituel teinté d'une intensité nouvelle. « Tout va bien, Chloé ?» a-t-il finalement demandé, me rejoignant dans mon bureau. J'ai fermé la porte derrière lui, un geste que je ne faisais que rarement. « J'ai besoin de ton aide, Seb. Et de ta discrétion la plus absolue. » Son expression est devenue sérieuse. « Toujours. » Je lui ai montré le dossier « Projet Valois » sur mon ordinateur. Il était encore vide. « Nous allons auditer ce mariage », ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Je veux chaque facture, chaque devis, chaque relevé de virement, chaque email, chaque message que j'ai reçu de ma famille depuis l'annonce des fiançailles. Tout doit être scanné, classé, daté. Sébastien n'a pas posé de questions. Il a simplement hoché la tête. Je m'en occupe. Mon rôle de victime passive était terminé. J'étais devenue une stratège. Je devais comprendre l'étendue de leur manipulation, non seulement pour me protéger, mais pour préparer ma contre-offensive. Je devais confirmer mes soupçons, transformer mes intuitions en preuves irréfutables. Une idée m'est venue. Une petite expérience pour tester la vitesse et la direction de leur réseau de désinformation. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. « Allô maman ? » Juste un petit appel rapide. J'ai eu le traiteur au téléphone, il semblerait qu'il y ait un problème de disponibilité pour ses équipes le samedi matin. Il propose de tout décaler à l'après-midi. Ce n'est rien de grave, mais je voulais te prévenir. C'était un mensonge complet. Je n'avais jamais appelé le traiteur. « Oh, mon Dieu, quelle catastrophe !» s'est exclamée ma mère. « Ta sœur va être dévastée. Je vais la prévenir tout de suite. Merci de me l'avoir dit, ma chérie. » J'ai raccroché. Puis, j'ai attendu. Moins de 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de ma tante Sylvie. « Ma pauvre Chloé, j'ai appris pour le traiteur, quel stress horrible pour la pauvre Manon. J'espère que tu arrives à gérer toute cette pression. Prends soin de toi. » La confirmation était là, noir sur blanc. Ma mère n'était pas seulement une commère. Elle était le chef d'orchestre d'une campagne de diffamation, utilisant chaque petit incident, réel ou inventé, pour renforcer l'image de ma prétendue fragilité, tout en positionnant Manon comme la victime innocente et stressée. L'étape suivante était de vérifier ce qu'il disait au fournisseur. J'ai attendu le lendemain et j'ai appelé le château dans la Loire. J'ai demandé à parler au coordinateur du mariage, un certain monsieur Dubois. Après les politesses d'usage, j'ai adopté un ton faussement léger. J'espère que ma sœur et ma mère ne vous importunent pas trop avec leurs demandes de dernière minute. Elles peuvent être passionnées. Il y eut une courte hésitation à l'autre bout du fil. Une gêne palpable. Oh. Madame, a commencé monsieur Dubois d'une voix prudente, presque embarrassée. À vrai dire, votre mère, madame Brigitte, nous a demandé il y a quelques semaines de ne plus vous contacter directement pour les détails. J'ai fait semblant d'être surprise. Ah bon ? Pour quelle raison ? Le silence s'est étiré.
J'imaginais le pauvre homme, mal à l'aise, pris entre le marteau et l'enclume. Elle nous a expliqué que vous traversiez une période personnelle très difficile. Un surmenage sévère, je crois. Et qu'il était préférable de vous ménager, de vous laisser de l'espace pour vous reposer. Nous communiquons donc exclusivement avec elle et mademoiselle Manon. Un surmenage sévère. Les mots étaient si vagues, si bien choisis. Ils ne se contentaient pas de m'utiliser, de me voler. Ils assassinaient mon personnage, ils invalidaient ma santé mentale pour justifier une absence qu'ils avaient eux-mêmes orchestrée. C'était diabolique. C'était parfait. J'ai remercié Monsieur Dubois d'une voix parfaitement calme, malgré la rage glaciale qui montait en moi. J'avais ma preuve. J'avais le mobile, les moyens, et maintenant, le témoignage d'un tiers. Le dossier « Projet Valois » commençait à se remplir. Et chaque nouvelle pièce du puzzle renforçait ma détermination. Ils voulaient une histoire ? J'allais leur en donner une. Une histoire dont ils seraient les personnages principaux, et dont je serais l'auteur, le metteur en scène, et le juge. Au fur et à mesure que Sébastien et moi compilions les données dans le « Projet Valois », une tendance étrange a commencé à émerger. Au-delà des dépenses extravagantes et des augmentations de prix injustifiées, il y avait une catégorie de paiement qui me laissait perplexe. Ma mère, Brigitte, avait insisté pour gérer personnellement les virements pour certains « prestataires artistiques », comme elle les appelait. Un sculpteur de lumière, un designer sonore d'ambiance, une consultante en harmonie florale. Les noms étaient vagues, les sociétés introuvables sur Internet, et les factures, d'une simplicité suspecte, étaient toujours des montants ronds. Ça ne te semble pas bizarre, Seb, ai-je demandé un soir, alors que nous étions penchés sur les relevés bancaires. Regarde ça. Création éphémère, 15 000 €. Ambiance et prestige, 20 000 €. Ce sont des virements importants, mais les factures ressemblent à des documents Word créés en 5 minutes. Pas de numéro de siret, pas d'adresse physique. Sébastien fronçait les sourcils, son esprit analytique en alerte. J'ai essayé de les rechercher. Création éphémère a été enregistrée au registre du commerce il y a 3 mois. Le gérant est incertain. Michel Lambert. Ça vous dit quelque chose ? Michel Lambert. Le nom a fait tilt. Un vieil ami de mon père. Un homme qui avait toujours navigué en eau trouble, avec une succession de petites entreprises qui apparaissaient et disparaissaient au gré de ses opportunités. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était plus de la simple manipulation familiale. C'était autre chose. C'était potentiellement une fraude. Accablé par cette nouvelle suspicion, je me sentais au bord du gouffre. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon téléphone et appelé la seule personne qui pouvait m'offrir une perspective sage et impartiale, ma marraine, Geneviève. Geneviève était l'amie la plus proche de ma défunte grand-mère. Une femme élégante et vive d'esprit, qui avait toujours eu un regard lucide et sans concession sur ma famille. Elle m'a donné rendez-vous le lendemain pour le thé dans son appartement du parc Monceau. Devant une tasse de thé fumant et des financiers faits maison, je lui ai tout raconté. L'exclusion, les rumeurs sur ma santé mentale, et maintenant, mes soupçons de fraude. Elle a écouté attentivement, sans m'interrompre, son regard bleu acier ne me quittant pas. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse. Elle n'avait pas l'air surprise. Juste infiniment triste. Ma chérie, a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. Tu as été leur banque et leur assurance vie pendant 20 ans. Ils ne savent pas fonctionner autrement. Ton père, Jean-Pierre, a toujours été un homme faible, fuyant les responsabilités. Et ta mère, Brigitte, a passé sa vie à compenser, à maintenir les apparences, quitte à utiliser des moyens, peu orthodoxes. Elle est profondément jalouse de ton indépendance, de ce que tu as bâti sans eux. Te maintenir dans un rôle d'obligé, c'est sa façon de garder le contrôle. Elle a marqué une pause, son regard se durcissant. Mais cette fois, ils ont franchi une ligne. S'il y a bien une fraude, ce n'est plus une simple affaire de famille et de ressentiment. C'est une affaire d'honneur. Le tien. Et c'est un délit. Ces mots ont agi comme un baume et un électrochoc. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas paranoïaque. Que dois-je faire, Geneviève ? Tu ne peux pas rester sur des soupçons, Chloé. Il te faut des certitudes.
Elle a sorti un carnet de son sac à main et a noté un nom et un numéro. C'est un détective privé. Ancien de la gendarmerie. Discret, efficace, et il déteste les escrocs. Appelle-le de ma part. Il saura te dire si tes artisans sont des artistes ou des fantômes. J'ai appelé le détective, Monsieur Moreau, le jour même. Je lui ai fourni les noms des sociétés et les informations que j'avais. Il m'a promis une réponse sous 48 heures. L'attente a été une torture. 2 jours plus tard, il m'a rappelé. Sa voix était neutre, professionnelle. Madame, j'ai des nouvelles. Les 2 sociétés, Création éphémère et Ambiance et Prestige, sont bien des coquilles vides. Elles ont des comptes bancaires qui ont été crédités des sommes que vous m'avez indiquées, puis immédiatement vidées par des retraits en espèces. Le gérant de la première, Michel Lambert, est un ami de longue date de votre père. Celui de la seconde est le cousin de Monsieur Lambert. Il s'agit d'un montage classique de détournement de fonds. J'ai fermé les yeux, le téléphone serré dans ma main. Le vol était donc réel. Il l'a chiffré, au moins 50 000 € avaient été ainsi détournés. C'était le point de non-retour. La dernière attache, le dernier lambeau d'obligation filiale venait de se rompre. Ce n'était plus une question de blessure d'amour-propre. C'était une trahison criminelle. Ma décision était prise. Je n'allais pas simplement annuler le mariage. J'allais le laisser se poursuivre jusqu'au dernier moment. Et puis, j'allais tout faire exploser. En public. La découverte de la fraude a cimenté ma résolution. Pourtant, la veille du dîner de répétition, alors que mon plan était méticuleusement préparé, le doute s'est insinué en moi, comme un poison lent. Ce soir-là, seul dans le silence de mon grand appartement, je suis tombée par hasard sur une vieille boîte à chaussures en rangeant une étagère. Curieuse, je l'ai ouverte. À l'intérieur, des photos de mon enfance, pêle-mêle. Des instantanés d'une vie que je croyais avoir oubliée. Il y avait une photo de Manon et moi, sur une plage de Bretagne. J'avais peut-être 10 ans, elle en aurait eu 6 dans une autre vie, mais elle était née bien plus tard. Sur la photo, c'était une autre petite fille, une cousine. Mais dans mon esprit, c'était Manon. Je la tenais par la main, la protégeant des vagues. Nous rions aux éclats, nos visages couverts de sable et de joie. Une autre photo, moi, à l'adolescence, aidant Manon à faire ses devoirs à la table de la cuisine, sa petite tête blonde penchée sur un cahier, l'air concentré. Une vague de nostalgie et de tristesse m'a submergée. Où était passée cette complicité? À quel moment notre relation s'était-elle transformée en cette transaction toxique? Étais-je sur le point de détruire le peu qu'il en restait? Mon plan m'a soudain semblé cruel, démesuré. Annuler le mariage était une chose. Humilier ma famille en public, devant les parents d'Antoine, c'en était une autre. N'y avait-il pas une autre solution? Une conversation franche? Une confrontation privée? J'ai pris mon téléphone, mes doigts planaient au-dessus du nom de ma mère. J'étais à une seconde de tout annuler, de taper un message disant « Il faut qu'on parle ». Annulons tout. Je me disais que je pouvais encore sauver quelque chose des décombres, préserver une illusion de famille. C'est à cet instant précis que mon téléphone a vibré. Un message de Brigitte. Ma mère. Le texte disait « Ma chérie, j'espère que tu te sens assez forte pour demain soir. Le dîner est important pour Manon. S'il te plaît, fais un effort pour que ton état ne gâche pas la soirée de ta sœur. Repose-toi bien. » J'ai relu le message. 1 fois. 2 fois. Ton état. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un ordre déguisé. Une mise en garde. Une dernière petite goutte de condescendance, de manipulation faussement attentionnée. Ce message n'était pas destiné à me rassurer. Il était destiné à me rappeler ma place, celle de la déséquilibrée, de l'élément perturbateur qu'il fallait contenir. Toute ma tristesse, tous mes doutes se sont évaporés, remplacés par une colère froide et pure. C'était l'électrochoc final. Il ne méritait pas ma pitié. Il ne méritait pas ma retenue. Il méritait la vérité, brute et sans phare. J'ai reposé le téléphone. J'ai rangé la boîte à chaussures. Le passé était le passé. Ils l'avaient empoisonné eux-mêmes.
Je suis retournée à mon ordinateur. J'ai ouvert le dossier « Projet Valois » et j'ai mis la touche finale à ma présentation PowerPoint. Chaque diapositive était une pièce à conviction. Chaque titre était une phrase ciselée. Ce n'était plus un acte de vengeance. C'était un acte de libération. Un acte de justice. J'ai travaillé jusqu'à l'aube, animé par une détermination de fer. J'ai envoyé un court email à Monsieur Dubois, le coordinateur du château, pour lui demander de prévoir un projecteur et un écran dans le salon privé du dîner, prétextant une petite surprise vidéo pour les mariés. Il a confirmé immédiatement. Puis, j'ai envoyé un autre email, cette fois à Madame de Valois, la mère d'Antoine. Chère Madame, je me réjouis de vous rencontrer enfin demain soir. Il y a un petit point financier que j'aimerais clarifier avec vous en toute transparence, pour m'assurer que tout est parfait pour nos enfants. Bien à vous, Chloé. C'était une invitation subtile, une façon de piquer sa curiosité et de m'assurer de toute son attention. La femme que j'avais entreaperçue aux fiançailles, droite et attachée aux principes, ne laisserait pas passer une telle remarque. Le piège était tendu. Toutes les pièces étaient en place sur l'échiquier. Il ne me restait plus qu'à avancer ma reine. Le château était encore plus impressionnant en réalité que sur les photos. Une forteresse de contes de fées drapée dans le velours du crépuscule. Mais en garant ma voiture dans l'allée gravillonnée, je ne ressentais aucune magie. J'étais une actrice entrant en scène pour le dernier acte d'une pièce tragique. Le dîner de répétition se tenait dans un salon privé aux boiseries dorées et aux tapisseries anciennes. Une vingtaine de personnes étaient présentes, ma famille, la famille de Valois au grand complet, et quelques amis proches. L'atmosphère était pétillante de champagne et de conversations feutrées. Dès mon arrivée, j'ai senti le changement de température. Ma famille m'a accueilli avec une politesse glaciale. Manon m'a à peine jeté un regard, trop occupée à jouer la future châtelaine. Mon père m'a serré la main mollement, en évitant mes yeux. Ma mère, Brigitte, est venue vers moi, m'effleurant le bras d'un air de fausse sollicitude. « Chloé, ma chérie, tu as l'air fatiguée. Tu es sûre que ça va ?» a-t-elle murmuré, assez fort pour que les invités les plus proches puissent t'entendre. Je lui ai offert un sourire serein. « Je vais très bien, maman. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » J'ai salué les parents d'Antoine. Monsieur de Valois était un homme distingué et silencieux. Madame de Valois, elle, m'a observé avec une curiosité intense. Mon email avait manifestement fait son effet. Son regard était un mélange de réserve aristocratique et de questionnement. Nous sommes passés à table. J'étais placée entre un vieil oncle à moitié sourd et Léa, la meilleure amie de Manon, qui m'ignorait superbement. Parfait. Cela me laissait tout le loisir d'observer. Ma mère, assise à côté de Madame de Valois, continuait son travail de sape. Je l'ai entendue distinctement dire « Nous sommes si heureux que Chloé ait pu venir. » Elle a été si fragile ces derniers temps. Mais elle tenait absolument à être là pour sa sœur. Madame de Valois a simplement hoché la tête, son visage impénétrable. Après le plat principal, le moment des toasts est arrivé. Mon père s'est levé, a lu un discours maladroit sur une feuille de papier tremblante. Léa a suivi, avec une anecdote pleine de sous-entendus sur la générosité sans limite de Manon. Puis ce fut le tour de ma mère. Elle s'est levée, majestueuse, et a porté un toast à l'amour, à la famille, et à l'avenir radieux qui attendait sa petite princesse. C'était un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Enfin, tous les regards se sont tournés vers moi. C'était mon tour. Je me suis levée lentement, mon verre de champagne à la main. Un silence s'est fait. Sébastien, que j'avais invité sous le prétexte de m'assister pour la surprise, a discrètement allumé le projecteur que j'avais demandé. Un écran blanc s'est déroulé derrière moi. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, ma voix claire et posée. Je voudrais, moi aussi, porter un toast. Mais les mots me manquent parfois pour exprimer la profondeur de mes sentiments. Alors, avec votre permission, j'ai préparé un petit hommage à ma famille, pour illustrer tout ce qu'ils m'ont appris. Un murmure intrigué a parcouru la salle. Manon a levé les yeux au ciel, l'air exaspéré. Ma mère arborait un sourire crispé. La première diapositive est apparue. Une vieille photo de moi, adolescente, et de mon père.
À mon père, Jean-Pierre, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Qui m'a enseigné, très jeune, la valeur de la stabilité financière et l'importance de toujours honorer ses dettes. Une leçon inestimable. Mon père a blêmi. Il a baissé la tête vers son assiette. Clic, diapositive suivante. Une photo de Manon, le jour de sa remise de diplôme du lycée. À ma sœur, Manon. Qui m'a appris que les rêves n'ont pas de prix, et qu'il faut toujours viser le plus haut, le plus beau, le plus cher. Ta détermination est une source d'inspiration. Je l'ai gratifiée d'un grand sourire. Elle me foudroyait du regard, commençant à comprendre que ce n'était pas un hommage, mais une mise en accusation. Clic, diapositive suivante. Une photo de ma mère et moi, le jour de la signature de l'hypothèque de mon appartement. Et enfin, à ma mère, Brigitte. Le pilier de notre famille. Celle qui m'a appris l'art subtil de la communication, l'importance de gérer les choses en coulisses, et surtout, qui m'a appris qu'il faut savoir protéger les siens de la dure réalité du monde. Le malaise dans la pièce était palpable. L'air était devenu lourd, électrique. La famille de Valois était silencieuse, leur visage figé dans une expression de stupeur. J'ai fait une pause, laissant le silence s'installer. Mais cet hommage ne serait pas complet, ai-je repris, mon ton devenant plus grave, sans une analyse détaillée de l'investissement que représente un tel événement. Le titre de la diapositive suivante est apparu en lettres capitales, Mariage Manon et Antoine, analyse d'un investissement affectif et financier. Le spectacle ne faisait que commencer. Le silence dans le salon était si total qu'on aurait pu entendre une plume tomber. Tous les regards étaient fixés sur l'écran, puis sur moi. Le sourire de Manon s'était figé en un rictus de panique. Le visage de ma mère était une toile blanche où se peignait l'incrédulité, puis la fureur. Commençons par les fondamentaux, ai-je poursuivi d'un ton professoral, comme si je présentais un bilan à mon conseil d'administration. Clic, la diapositive suivante affichait une photo du château, avec à côté, une copie de la facture de location. Le lieu. Un écrin magnifique pour une journée inoubliable. Coût total, 75 000 €. Payé en 3 virements depuis mon compte professionnel. Je me suis tournée vers Madame de Valois. J'espère que vous appréciez la vue, Madame. Chaque pierre a été financée avec le plus grand soin. Clic, une cascade d'images, la robe de mariée, les compositions florales, le menu du traiteur étoilé. À côté de chaque image, la facture correspondante, le montant surligné en jaune. La robe de princesse, 15 000 €. Les fleurs, un jardin d'Éden temporaire, 25 000 €. Le dîner que vous dégustez ce soir, et celui de demain, 40 000 €. Le champagne que vous buvez. Je me suis interrompue pour lever mon verre. 12 000 €. À votre santé. Un murmure horrifié a parcouru le côté de la table des de Valois. Antoine regardait Manon comme s'il ne l'avait jamais vue. Elle était écarlate, ses mains tremblaient. Mais, ai-je continué, ma voix se faisant plus douce, plus insidieuse, l'argent n'est pas tout. La confiance est la base de toute grande entreprise, n'est-ce pas? Et c'est là que je dois rendre un hommage particulier à la créativité de ma mère. Clic, la diapositive affichait le logo de « Création éphémère », à côté d'une copie du virement de 15 000 €. Ma mère a insisté pour travailler avec des « artisans » exclusifs. Des talents rares. Par exemple, cette société, Création éphémère, dirigée par un certain Michel Lambert. J'ai regardé mon père. Un nom qui t'est familier, n'est-ce pas, papa? Un vieil ami. Mon père semblait s'être liquéfié sur sa chaise. Clic, et cette autre société, Ambiance et Prestige. 20 000 €. Dirigée par le cousin de Monsieur Lambert. Des recherches plus approfondies, menées par un professionnel, ont révélé que ces deux sociétés sont ce qu'on appelle des coquilles vides. Créées il y a 3 mois, sans employés, sans bureau, mais avec un compte en banque très actif, surtout après mes virements. Je me suis retournée pour faire face à l'Assemblée. Mon regard s'est posé sur ma mère. Au total, sur les 250 000 € de budget, un audit rapide révèle un détournement direct d'au moins 50 000 €. Une commission, pourrait-on dire, pour service rendu. Le mot « détournement » a éclaté dans le silence comme une bombe.
Et c'est là, ai-je dit, ma voix devenant glaciale, que la communication de ma mère prend tout son sens. Clic, la diapositive finale. Elle affichait des captures d'écran. Les messages de ma tante. Le témoignage de Monsieur Dubois. Et le SMS de ma mère de la veille. Ton état. Vous voyez, il fallait bien une raison pour m'écarter. Pour m'empêcher de poser trop de questions. Et quelle meilleure raison que de prétendre que j'étais mentalement instable? Fragile. Surmenée. Incapable de gérer la pression. C'est une stratégie brillante. Digne d'une grande manipulatrice. J'ai éteint le projecteur. La lumière est revenue dans la pièce, crue et impitoyable. Je me suis tournée une dernière fois vers Madame de Valois, dont le visage était un masque de fureur contenue. Voilà, madame. Je voulais que vous sachiez que je me suis retirée de ce projet. Non pas à cause d'une prétendue instabilité, mais parce que mon audit a révélé une incompatibilité éthique fondamentale. J'ai payé pour un mariage, pas pour une farce criminelle. Je vous laisse gérer cela en famille. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai fait un signe de tête à Sébastien, qui m'attendait près de la porte. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, sous le regard médusé de l'assemblée, j'ai tourné les talons et j'ai quitté la pièce, laissant derrière moi les ruines fumantes de leur conte de fées. Je n'ai pas attendu l'explosion. Je l'ai entendu commencer alors que je marchais dans le long couloir du château, mes talons claquant sur le marbre froid. C'était un son confus, un mélange de cris étouffés, de chaises raclant le sol et de voix s'élevant dans la panique. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas regardé en arrière. Sébastien m'a suivi en silence jusqu'à la voiture. Il a pris le volant sans un mot, comprenant que je n'étais pas en état de conduire. Alors que nous nous éloignions dans l'allée sombre, les lumières du château s'amenuisant dans le rétroviseur, je n'ai ressenti ni triomphe, ni joie. Juste un vide immense. Le vide de la fin. La fin de ma famille telle que je l'avais connue. La fin de la fille que j'avais été. Ce n'est que le lendemain que j'ai appris, par un appel de Geneviève, la suite des événements. Ma marraine avait ses propres sources, un vieil ami qui se trouvait être l'oncle d'Antoine de Valois. Le tableau qu'elle m'a dépeint était celui d'une débâcle totale. Dès que j'avais franchi la porte, Madame de Valois s'était levée. D'une voix qui ne souffrait aucune réplique, elle s'était adressée à son fils. « Antoine. L'engagement est rompu. Nous partons. » Antoine, livide, n'avait pas protesté. Il avait jeté un dernier regard de dégoût à Manon, qui s'était effondrée en sanglots hystériques, accusant tout le monde sauf elle-même. Puis, la matriarche s'était tournée vers mes parents. Son calme était, paraît-il, terrifiant. « Monsieur, madame, avait-elle dit à Jean-Pierre et Brigitte. Votre fille a parlé d'éthique. C'est un concept qui vous est visiblement étranger. Je m'attends à ce que les fonds que ma famille a également avancés pour ce spectacle soient remboursés sur mon compte sous 48 heures. Sans quoi, mon avocat prendra le relais. Et croyez-moi, il est bien moins patient que moi. » Elle avait ensuite conduit sa famille hors du salon, laissant mes parents et ma sœur au milieu du désastre. La scène qui a suivi, selon l'oncle d'Antoine, fut pathétique. Ma mère et mon père se rejetant la faute, Manon hurlant que j'avais ruiné sa vie, le personnel du château observant le tout avec une discrétion embarrassée. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Les de Valois, craignant pour leur propre réputation, ont fait pression. Pour éviter un scandale public et des poursuites judiciaires, mon père a dû vendre la maison de famille, celle où j'avais grandi, pour rembourser non seulement les de Valois, mais aussi une partie des sommes qu'il avait aidé à détourner. Ma mère et Manon ont dû quitter leur vie confortable de la banlieue chic pour un petit appartement de location. Leurs amis se sont évaporés. Le réseau social qu'elles avaient passé des années à cultiver s'est dissous du jour au lendemain. La chute a été aussi brutale que leur ambition avait été grande. J'ai accueilli ces nouvelles avec une distance étrange. C'était la conclusion logique de mes actions, mais cela ne me procurait aucune satisfaction. C'était simplement la fin d'une histoire toxique. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai demandé à Sébastien de filtrer tous les appels et tous les emails à la galerie. J'ai érigé une forteresse de silence autour de moi, non pas par peur, mais par besoin de paix. Les premières semaines,
j'ai fonctionné en pilote automatique. Je me suis plongé dans le travail, organisant une nouvelle exposition, découvrant de nouveaux artistes. La galerie était mon sanctuaire, le seul endroit où les règles étaient claires, où le talent et le travail étaient récompensés à leur juste valeur. Lentement, très lentement, j'ai commencé à reconstruire. Pas ma famille, mais ma vie. J'ai commencé à redéfinir ce que ce mot signifiait pour moi. Ce n'était pas le sang, ni l'obligation. C'était la loyauté, le respect, la joie partagée. C'était Sébastien, qui me préparait un thé sans que j'aie à le demander quand il me voyait pâlir. C'était Geneviève, qui m'appelait juste pour prendre des nouvelles. C'étaient mes amis, les artistes, les collectionneurs, qui m'appréciaient pour mon œil, mon esprit, ma compagnie, et non pour mon carnet de chèques. J'ai commencé à organiser des dîners chez moi. Ma grande table, autrefois déserte, s'est remplie de rires, de débats passionnés sur l'art et la vie. J'apprenais à occuper l'espace de ma propre existence, sans m'excuser, sans me justifier. J'apprenais à être simplement Chloé. 1 an a passé. 1 an de silence. 1 an de reconstruction. Ma vie avait trouvé un nouvel équilibre, plus calme, plus authentique. La galerie prospérait. J'avais lancé un programme de mentorat pour aider de jeunes artistes femmes à naviguer dans les eaux parfois troubles du monde de l'art, en leur apprenant non seulement à développer leur talent, mais aussi à protéger leur travail et leurs valeurs. Une de mes protégées, une jeune peintre incroyablement douée mais qui manquait de confiance en elle, m'avait dit quelques jours plus tôt, « Chloé, tu m'as appris à ne jamais être le plan B de personne, mais à être mon propre plan directeur. » Ces mots avaient résonné en moi. C'était la leçon que j'avais mis 42 ans à apprendre. Un après-midi de printemps, alors que je triais mon courrier à la galerie, je suis tombée sur une enveloppe qui a détonné parmi les factures et les catalogues d'exposition. Une enveloppe simple, blanche, avec mon nom et l'adresse de la galerie écrit d'une écriture hésitante que je n'ai que trop bien reconnue. Celle de Manon. Mon cœur a raté un battement. C'était le premier contact en 1 an. J'ai hésité, l'enveloppe pesant 1 tonne dans ma main. Une partie de moi voulait la jeter sans l'ouvrir. Mais la curiosité, ou peut-être un vestige masochiste de mon ancienne vie, l'a emportée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée en 2. Le message était court, les phrases maladroites. Chloé, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas pourquoi je l'écris. Peut-être juste pour que ça sorte. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce soir-là. Au début, je t'ai détesté. J'ai détesté ce que tu avais fait. Puis, lentement, j'ai commencé à détester ce que j'avais fait. Je travaille. Un vrai travail. Je suis vendeuse dans une boutique. C'est dur. Personne ne me déroule le tapis rouge. J'ai commencé une thérapie. Le psy dit que j'ai passé ma vie à essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, avec l'argent de quelqu'un d'autre. Il a raison. Je ne te demande pas ton pardon. Je sais que c'est impossible, et je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. J'ai compris l'ampleur de ce que j'ai détruit. Peut-être qu'un jour, tu pourras me raconter comment tu as fait pour te construire toute seule. J'aimerais bien savoir. Manon. J'ai lu la lettre 1 fois, puis 2. Il n'y avait pas de manipulation, pas de demande cachée. Juste une prise de conscience brute, épuisée. L'ancienne Chloé, la sauveuse, aurait peut-être senti une pointe de pitié. Elle aurait peut-être vu une ouverture, une chance de réparer sa sœur. Mais cette Chloé-là était morte au château, 1 an plus tôt. J'ai tenu la lettre entre mes doigts pendant un long moment. C'était un vestige du passé, un fantôme qui frappait à la porte de mon présent si paisible. Que faire ? La garder ? Y répondre ? Mon regard s'est posé sur la grande déchiqueteuse de papier que nous utilisions au bureau pour les documents confidentiels. Sans plus hésiter, je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la machine. J'ai inséré la lettre de Manon dans la fente. Le bruit du moteur s'est mis en marche, un vrombissement bref et efficace. En quelques secondes, les mots de ma sœur, ses regrets, son passé, ont été réduits à une pluie de confettis illisibles dans le bac en plastique. Le bruit s'est arrêté. Le silence est revenu. Je me suis sentie incroyablement légère.
Ce soir-là, j'avais des amis à dîner. Ma nouvelle famille. En quittant la galerie, j'ai pensé à la table qui m'attendait, une table remplie de rire, de respect et d'affection sincère. Une table à laquelle je n'avais pas été invité, mais que j'avais bâtie moi-même, planche par planche. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, c'était un sourire authentique, libéré de toute attente et de toute obligation. J'avançais. Et je ne regardais plus en arrière.